Le flashback est terminé. Nous savons désormais presque tout concernant l'histoire de Brook sur Esperia et la tragique fin de sa lignée royale. Cela signe aussi et surtout le retour au présent et la suite du combat tant attendu entre Ymue et Loki, qui se voit d'ailleurs être rejoint par Luffy. Dans cette review, nous allons analyser tout ce qui concerne cette fin de flashback avec bien sûr l'étrange capacité possédée par les yeux bicolores de Gunko, du déroulement du combat entre Luffy et Ymue. Donc yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous demander, maintenant qu'il est fini, votre note sur le flashback de Brook entre 1 et 10. À quel point l'avez-vous aimé ou au contraire à quel point l'avez-vous détesté? Dites-moi tout ça, de toute façon on va en parler dans la review ainsi que dans les questions en fin de vidéo. Commençons par résumer ce chapitre, ça sera plutôt simple et rapide. Le flashback de Brook continue et se termine aujourd'hui même. Nous apprenons que l'homme mystérieux dans la salle du trône d'Esperia est bien un chevalier divin, c'est aussi un Manmeyer, Saint Grow Manmeyer, le véritable père biologique de Shuri. Vous l'aurez compris, Candel a été victime de cet homme il y a plus de 15 ans, le bateau du gouvernement s'étant échoué sur Esperia. Candel, qui a été alité pendant plusieurs mois après cela, son soudain mariage avec Louvain et la naissance de Shuri qui a suivi, tout vient de ce moment, tout vient de Grow et de son horrible vice. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Si Louvain est entré en guerre contre le gouvernement mondial, ce n'est pas pour protéger 1000 citoyens de son peuple qui auraient été utilisés en tant qu'esclaves, mais pour protéger une seule d'entre eux, sa fille, Shuri. Le gouvernement, plus précisément Ymue, voulait récupérer l'enfant. Louvain s'est sacrifié et a sacrifié son peuple pour empêcher le gouvernement de mettre la main sur elle, qui possède une particularité extrêmement rare, des yeux bicolores. Tout comme la tribu des trois yeux, les yeux bicolores peuvent être éveillés, mais pour l'heure, nous ne savons pas quelle utilisation Ymue veut en faire, même si j'ai ma petite idée et je vous en parle juste après. Shuri s'apprête alors à repartir avec son vrai père sur Marie-Joise, mais ne manquera pas d'attaquer Brook, transperçant son crâne avec sa lame et le laissant pour mort dans la salle du trône aux côtés de son bienfaiteur. Nous avons donc enfin l'origine de sa cicatrice qui, comme prévu, est la raison pour laquelle tout ce drame a été occulté de sa mémoire. Il ne se souviendra plus de tout et gardera une rancune envers Shuri sans vraiment qu'il sache pourquoi. Retour au présent, Brook veut désormais libérer son ancienne protégée et demande l'aide des Mugiwara pour le faire. Une nouvelle mission leur est alors confiée. De l'autre côté, le combat contre Loki et Ymue fait rage. Ymue explique que les enfants ont toujours été depuis 800 ans la faiblesse de la race des géants et qu'ils ont déjà perdu à cette époque-là pour la même raison. Mais avant de pouvoir continuer davantage ses explications, Luffy vient prendre part au combat en étant remonté à bloc, entièrement régénéré après avoir englouti les rations des géants. Le chapitre se finit alors par une attaque portée par Luffy sur Ymue, laissant peut-être entrevoir un espoir de victoire sur le roi du monde. Voyons ça ensemble, c'est pas dit. Donc le flashback est terminé, pile poil un mois après son début, 3 petits chapitres et c'est fini. Alors pour le coup, ça on peut pas le critiquer, il a été rapide. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, oui je trouve, j'ai trouvé quand même le rythme bizarre par moment, mais je suis quand même content qu'il ait eu lieu et qu'il soit terminé aussi sans pousser encore des semaines et des semaines. Voilà. Son contenu était ma foi loin d'être mauvais, même si honnêtement le dernier chapitre m'avait pas emballé plus que ça reste un flashback de Mugiwara, on partage leur peine, ça aurait peut-être pu être mieux, mais globalement je trouve pas que c'est un échec. Par contre, à quoi ça a servi? À quoi bon? La finalité, c'est que comme d'habitude, le flashback doit avoir une utilité dans le retour au présent. Et là, on n'arrive pas à trouver le lien entre l'apparition d'Ymue sur Elbaf et le fait que Ymue soit la gamine d'un chevalier divin, si ce n'est d'un truc dont on va parler juste après. Là, la priorité, c'est d'empêcher la capture des gamins géants par le gouvernement et de repousser Ymue, qui semble désormais enclin à tuer Luffy et Loki. J'arrive vraiment pas à comprendre tout l'intérêt du flashback. Il me semble que ça manque de quelque chose. Donc, on peut quand même imaginer un scénario avec Gunko qui repoussera Killingham et Somers sur Marie-Joise à travers le cercle Abyss qu'elle a créé. Ça d'accord, ça donnerait du sens à pas mal de choses, comme pourquoi Eiichiro Oda l'a utilisé elle pour invoquer le cercle des abysses. Mais également, ceux qui se font téléporter semblent être plus enclins à être renvoyés facilement. Je pense aux Gorosei sur Egghead qui ont vu leur invocation par Saturne être totalement annulée après l'utilisation du Haki des rois de Joy Boy, quand Saturne lui est resté sur place car revenu en bateau. Gunko et Shamrock se sont téléportés, certes, mais ils l'ont fait de leur propre chef, là où Killingham et Somers l'ont été par Gunko. Cette dernière pourrait peut-être les renvoyer sur Marie-Joise beaucoup plus facilement qu'on ne le pense après s'être fait dégivrer et d'être passé du côté allié. Un peu comme quand elle a délié Brook et les Mugiwara avec son pouvoir, là c'est plutôt repousser les chevaliers divins en les renvoyant chez eux. C'est une solution et surtout ça expliquerait pourquoi ce flashback était centré sur elle, pour qu'on comprenne qu'elle n'a pas l'esprit d'un antagoniste et qu'un lien très fort l'unit avec Brook, un lien capable de briser l'emprise qu'Ymue a sur elle. Mais
encore là, ça me rend quand même fou parce que si Gunko arrive à éclaircir son esprit, normalement, Imu a un contrôle total sur elle et les chevaliers divins, et même sur le Gorosei en fait. Donc Imu peut s'incarner en eux, il prend entière possession de leur être, et je vois pas comment Gunko ne deviendra pas une véritable bombe à retardement si elle se met à fricoter avec l'équipage. Comment être sûr qu'Imu ne prendra pas nouveau possession d'elle, qu'ils ne les espionneront pas? Les scénarios, il n'y en a donc pas 50. Soit Gunko, elle meurt sur Elbaf, ça me paraît impossible puisqu'il faut qu'elle explique à Brook absolument tout, et Oda ne va pas couper court aussi violemment à leur retrouvailles. Soit Gunko rentre sur Marie-Joise et du coup, sauf si elle parvient quand même à aider les Mugiwara avant, le flashback n'aura pas été d'une très très grande utilité. Et soit Gunko reste sur Elbaf car les protagonistes parviendront à annuler le pacte démoniaque d'Imu comme ils ont annulé le Domi-Reversi des géants, tout comme Shanks avec son tatouage sur le bras gauche qui se fait dévorer par le monstre marin. Gunko verra sa marque être coupée et retrouvera un semblant de vie. Mais à mon sens, si ça doit arriver, alors Gunko doit retrouver aussi son âge naturel de 77 ans qui fut stoppé par la jeunesse éternelle conférée par le pacte d'Imu. Comme lorsque Saturne a été tué par Imu. Ce dernier ne lui aurait simplement que retiré le pouvoir qu'il lui a conféré. De toute façon et normalement, il faudra que Ragnir libère Gunko et ça ne pourra avoir lieu que lorsque Loki aura fini de combattre Imu. Donc ça va devoir attendre encore un petit peu. Je vous disais qu'on allait aborder un sujet autour de Gunko et Imu. C'est celui qui va pouvoir peut-être justifier la présence de sa grandeur, sa majesté sur Esperia et le déclenchement de ce flashback sur Elbaf. Gunko est donc spéciale. Elle n'est pas la fille de Louvain et Kandel, mais de Kandel et Grow, le chevalier divin visible à la fin du dernier chapitre. Nos soupçons se sont donc malheureusement confirmés. Kandel a bien été une victime du vice du gouvernement. Pour le coup, ça se rapproche vraiment de ce que j'ai dit au tout début de ce flashback le mois dernier. Kandel va mourir car le gouvernement va attaquer ou un chevalier divin va l'avoir dans le collimateur comme Garling avec la mère de Shanks et Shamrock. Cette tragédie ajoutant déjà plus d'intérêt à ce flashback est suivie d'une autre révélation. Les yeux bicolores de Gunko possèdent un pouvoir ou en tout cas une particularité qui n'est pas seulement physique. Alors, même si j'aime beaucoup l'idée que tout le bordel d'Esperia soit lié au pouvoir antique d'une tribu, d'un clan ou quoi que ce soit, j'ai quand même un petit problème avec le principe de cette révélation. Excuse-moi Oda, mais tu nous as pas sorti le même scénario avec les trois yeux? Le coup de la gamine qui va éveiller ses pouvoirs liés à ses yeux, c'était tout simplement le cas avec Pudding, une trois yeux avec un pouvoir qui, une fois éveillé, permettrait à Big Mom de lire les poneglyphes. En plus, Brook connaissait l'existence des trois yeux, on aurait pu faire le lien avec Gunko, mais du coup, elle a pas trois yeux. Alors, sauf si c'est ça l'éveil dont mentionnait le chevalier divin, faire pousser un troisième œil, mais ça n'a pas beaucoup de sens honnêtement, car malgré ses trois yeux, Pudding n'était pas éveillé comme le désirait Big Mom. Ça signifie donc que si je comprends bien, qu'on vient nous rajouter un autre pouvoir lié aux yeux et à une tribu spéciale, alors même que les trois yeux révélés il y a plus de 10 ans n'ont eu droit à aucune nouvelle mention depuis tout ce temps. Très franchement, même si j'adore les mystères de One Piece, que j'en mange matin, midi et soir, j'aimerais bien ne pas avoir la sensation qu'Oda duplique ses intrigues, CTRL-C, CTRL-V là, et qu'il n'apporte aucune réponse depuis plusieurs années déjà. Peut-être que les deux mystères seront liés d'une certaine façon, ce qui apporterait toutes les réponses à toutes les intrigues d'un seul coup, mais pour l'instant, ça rajoute juste de la masse dans quelque chose de déjà largement trop dense et incompréhensible. On n'a vraiment plus jamais entendu parler des trois yeux et de leur réveil. C'est terrible. N'oubliez cependant pas que Barbe Noire a kidnappé Pudding, bien précisément, donc lui-même sait ce que valent les trois yeux, et lui seul pourrait nous apporter de véritables révélations sur leur pouvoir et leur utilité. Et en parlant de ça, c'est quoi le pouvoir de Gunko qui est tant attendu, même par Imu, qui en a fait le déplacement sur Esperia avec Mars? Si on reprend le principe des trois yeux, Big Mom laissait sous-entendre qu'avec l'éveil du pouvoir de Pudding, elle pourrait entendre et comprendre les poneglyphes. Plus précisément, il est dit que Roger a pu déchiffrer les poneglyphes en entendant la voix de toute chose, un étrange pouvoir que Big Mom pourra bientôt obtenir à travers Pudding lorsque son troisième œil connaîtra son véritable éveil. Ce pouvoir n'est donc sûrement pas un avantage militaire, c'est quelque chose qui a à voir avec les mystères du monde. Un principe qui, je pense, se retrouvera très largement chez Gunko. Imu n'a pas besoin de plus de puissance. Enfin, je veux dire que je doute qu'il cherchait chez Gunko une arme militaire exceptionnelle. Il faudrait plutôt que Gunko lui apporte un avantage sur quelque chose qu'Imu ne peut avoir de lui-même. Par exemple, on sait que Imu semble chercher le One Piece, ou du moins veut s'en emparer d'une manière ou d'une autre, car il est représenté par Oda aux côtés de pirates et marines qui le recherchent et qui ne savent rien de ce trésor. Imu, lui, doit savoir ce qu'est le One Piece. Il sait ce que Joy Boy a caché, mais il ne sait peut-être pas comment mettre la main dessus. Car aller sur l'Aftel ne suffirait pas, nous l'avons bien vu avec l'équipe
l'équipage de Roger. Ils sont arrivés trop tôt et même en ayant accompli ce que personne d'autre n'a fait, en étant devant la source même de la grande quête lancée par Joy Boy, Roger n'aurait pu obtenir le One Piece. C'est l'une de mes principales théories sur cette œuvre. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Vous ne verrez plus jamais le roi des pirates de la même façon. Bref, le One Piece est quelque part, pas forcément sur l'Aftel, et le pouvoir mystique de Gunko pourrait aider Mu à s'en emparer. Mais là encore, s'en emparer, ça veut tout et rien dire à la fois. On pourrait très basiquement se dire que Gunko va elle aussi permettre à Imu d'entendre la voix de toute chose, un pouvoir très shonen, réservé aux très gentils et non aux très méchants. Et dans ce cas-là, bof, autant prendre un 3 yeux, non? Sinon là ça fait vraiment doublon avec Pudding, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors, et là c'est très clairement ma réflexion préférée, Gunko aurait un lien avec le destin. Et vous imaginez même pas à quel point ça fait sens? Écoutez-moi bien. Je pense sincèrement que l'une des plus grandes peurs d'Imu, c'est le destin. C'est un concept ancré dans les origines même de One Piece, le destin est écrit et il dicte la vie de toutes et de tous. Vous n'y croyez pas? Eh bien pourtant, l'année dernière encore, nous avons passé des heures à analyser une fresque sur Elbaf, racontant avec précision le passé, le présent et le futur sans la moindre erreur. Encore avant, ce sont des prophéties qui ont été faites par des êtres aux capacités exceptionnelles, capables de prévoir des événements plusieurs jours, années ou siècles à l'avance, tels que Shirley, Joy Boy ou l'auteur à l'origine du Harley d'Elbaf. Si vous avez suivi ma review du chapitre 1180, vous devez vous souvenir que j'ai dédié une énorme partie à Bonnie et à l'importance de son fruit du démon capable d'altérer le destin durant un temps. Je vous disais que si ce pouvoir venait à l'origine du gouvernement, ce n'était pas par hasard. Imu veut éviter l'inévitable. Imu veut prendre possession du destin et le moduler à sa guise, car s'il ne le fait pas, alors sa défaite est malheureusement déjà actée. Elle est déjà annoncée. Par qui? Par quoi? Par le Harley, encore une fois. La fin du troisième monde sera marquée par la victoire du dieu soleil qui lèvera l'aube sur le monde, ce qui est le signe de la défaite d'Imu et de la nuit qu'il a jetée sur l'humanité depuis des siècles. Donc oui, le destin fait peur à Imu. Normal, en vrai, hein. Demain tu accomplis ce qui te semble être ton rêve et on te dit que dans 1 an, 10 ans, peu importe, on te le retire. Tu vas tout faire pour le préserver, ce rêve. Imu, c'est la même chose. C'est pour ça qu'avant de débarquer sur Elbaf, il disait au chapitre 1179 que rien n'est une coïncidence, que le Gorosei devait se débarrasser de son arrogance, car tout ce qui a mené au moment actuel était inévitable. L'avènement de Loki, Nika et tous les autres, tout était inévitable. C'est aussi pourquoi son attaque principale démontrée sur Elbaf se nomme Omen, présage, un mot lié au destin et à son caractère immuable. Donc pour en revenir à Gunko et son mystérieux pouvoir, là où les 3 yeux entendent la voix de toute chose, elle pourrait voir l'avenir, mais d'une façon encore plus intense, plus précise et efficace que le pouvait Shirley. Un œil qui voit le présent, un autre qui voit l'avenir, une façon pour Imu d'essayer de changer le destin pour toujours. Et quand je vous disais que ça fait terriblement sens, c'est pas pour rien. Quel fruit du démon a Gunko? Celui des flèches qui suivent une route, une voie définie par le destin et qui ne peut être ni changée ni évitée. Ce ne sont pas mes mots, ce sont véritablement ceux de Gunko. Dans quel arc sommes-nous? Celui qui a introduit le Harley, la plus grande prophétie de One Piece annonçant ouvertement la défaite du gouvernement mondial et la victoire du soleil. Quel est le pouvoir principal de l'antagoniste ultime d'Elbaf et probablement de One Piece? Omen, l'origine même du mot présage. Et même, je vais conclure là-dessus, Imu chercherait tous les moyens d'altérer le destin car c'est le principal pouvoir de ses ennemis. Vous souvenez-vous comment sont appelés les Dix par les Tenryubito d'après Corazon qui en était d'ailleurs un de Tenryubito? Les ennemis jurés des dieux. Effectivement, à cette époque, nous apprenions que les Dix étaient naturellement opposés au gouvernement, plus précisément aux dieux du gouvernement, donc les dragons célestes et Imu. Mais ce n'est pas le seul titre accordé aux Dix par Corazon. On les appelle aussi et surtout le clan du destin. Je vais pas vous faire un dessin, si les ennemis d'Imu sont le clan du destin, c'est bien la preuve que tout le principe de la destinée est opposé depuis le début au roi du monde, le dieu suprême régnant depuis plus de 800 ans. Mais aussi que les protagonistes, les Dix, ceux qui se battent contre l'oppression des dieux, ont cette capacité de prendre leur destin en main, ou alors sont tout simplement bénis par le destin. Pour moi, il ne fait strictement aucun doute que Imu cherchera à modifier le futur, et ce pouvoir caché dans les yeux de Gunko pourrait en être la clé. Elle qui, une fois éveillée, aurait des visions parfaitement claires, limpides, tout en étant apparemment prédisposée au acquis de l'observation, comme le dernier chapitre nous l'a subtilement expliqué. Le temps nous le dira, comme d'habitude, mais à choisir entre tout, j'aime l'idée que Gunko puisse être un pion, puisse être même la clé pour contrer la plus grande peur d'Imu, celui d'un destin absolument inévitable qui le mènera à sa perte. Donc globalement, que dire de cette fin de flashback? À la fois intéressé,
mais aussi mitigé sur le principe des pouvoirs des yeux de Gunko, uniquement parce que ça manque déjà de développement du côté des trois yeux. La justification de Brook sur l'amnésie autour du drame de Gunko et Louvain, c'était honnêtement assez attendu. Là encore, le coup de la lame qui transperce le crâne sans tuer, c'est pas giga transcendant. J'aurais voulu voir autre chose, mais il fallait bien donner l'impression au gouvernement que Brook était mort, donc pourquoi pas. Par contre, c'est vraiment le même scénario qu'avec Yarul, à la limite, donc je vais pas dire on souffle, mais quand même, c'est... Voilà. En tout cas, les dessins en eux-mêmes et l'intensité des scènes, j'ai rien à redire. Niveau émotion, ça rigole pas du tout. Brook repasse en tête comme étant le Mugiwara au passé le plus triste. Sa vie, c'est une succession de malheurs. C'est absolument abominable. Pour l'instant, j'ai quand même la sensation qu'il manque de véritables morceaux de l'histoire de Brook, comme si on allait se taper un autre flashback à la fin d'Elbaf, histoire qu'on le voit manger son fruit du démon, hein, au hasard. C'est quand même assez important, je trouve. Ou alors qu'on le voit entendre parler de Roger pour la première fois. Pareil pour les trois yeux, vu qu'il semble connaître cette tribu, en juger sa réaction quand il entend Big Mom en parler. Mais surtout qu'on le voit accomplir son rêve de devenir pirate. La rencontre avec les Rumbar, tout ça. Vous voyez, certains trucs peuvent être anecdotiques individuellement, comme le coup de Roger. Ça changerait pas grand chose de rien voir à son sujet, voilà, que ça soit pas dévoilé dans le flashback de Brook. Par contre, ses premiers pas en tant que pirate, son rêve, la rencontre avec Yorkie, je sais pas, ça me paraît trop évident et important à voir. Curieux de voir ce que va advenir de ce chevalier divin, mais aussi de l'autre femme de God Valley, avec son fusil là, qui représentait la famille, Manmeyer. Est-ce l'une de ses filles? A-t-elle les yeux verrons? Il y a un petit lore qui peut se créer là, c'est pas si mal que ça m'intéresse quand même. Je trouve en tout cas que c'est assez fou de se dire que Gunko et Shamrock ont une vie assez similaire. Ils sont nés de mères humaines et victimes du gouvernement, progéniture que le père a voulu récupérer, leur île natale a été détruite et disparue. C'est vraiment pas joyeux. Le coup de Candle, là, j'aurais vraiment préféré que ce soit une antagoniste. Je me rappelle du choc que ça a été quand on a appris ce qui est arrivé à Ginny. J'aurais préféré pas revivre ça avec elle. C'était pas un truc franchement joyeux dans One Piece, et j'ai peur que ça devienne très récurrent dans l'œuvre, ce genre de sujet. Voilà, parce que je trouve que c'est un sujet non pas important, mais lourd à mentionner, à débattre, à analyser. Je pense qu'on peut continuer et retourner au présent, car là encore, il y a 2 ou 3 trucs à dire, et au passage, un like sur cette vidéo, c'est 1000 ans de torture pour gros. Profitez-en. En fait, dans le présent, rien de neuf sous les cocotiers, hein. Luffy se régène et va affronter Imu, il arrive en pétard, arrive à lui porter un coup et le faire saigner, redonnant l'espoir ultime au monde et au lecteur. Waouh! C'est bon, Luffy va repousser l'ennemi, vive le héros. On va en parler car c'est quand même un chouïa plus compliqué que ça, mais avant faut s'arrêter 5 secondes sur les mots d'Imu, qui révèlent que les géants il y a 800 ans avaient déjà perdu après avoir voulu sauver des enfants. On le rappelle, le but ultime d'Imu c'est de contrôler les géants, c'est grâce à eux qu'il pourrait gagner la grande guerre. De base, les chevaliers divins sont venus recruter Loki, sûrement en espérant qu'il prenne la place de son père et donc qu'il offre au gouvernement la force des géants en étant à leur tête. Et quand ils ont vu que ce n'était pas possible, ils ont décidé de s'attaquer aux enfants. C'est Shamrock qui a pris la décision d'ailleurs au chapitre 1138. Donc il y a 800 ans, les enfants ont été protégés, mais les géants ont perdu, sauf que c'est probablement pas de la façon qu'on pense. Ceux qui perdent et disparaissent, c'est Ohara par exemple. Ils ont sauvé des livres, mais ont quasiment entièrement disparu. Pareil pour l'Ancien Royaume, il a perdu et a en partie disparu. Pareil pour les Lunarians et tout ça, bref, il y a toujours quelque chose, une relique, voilà, un vestige quelque part, mais globalement, ils ont disparu. Sauf que les géants d'Elbaf n'ont pas du tout disparu et leur île n'a pas été détruite non plus. La perte qu'ils ont subie doit se trouver dans un autre concept. S'il pourrait s'agir de la mort du dieu de la guerre de l'époque, peut-être que ce géant était exceptionnel et aurait pu permettre aux géants et à Joy Boy de vaincre le gouvernement, mais il sera malheureusement tué. On comprendrait alors que Dozan, si c'est son nom, s'est sacrifié pour les enfants d'Elbaf. Voilà. On peut aussi s'imaginer que le sauvetage des enfants a provoqué la disparition de la Galela. Certes, ils ont probablement été emprisonnés dans la glace de Ragnir pour les préserver de quelque chose, mais ça n'empêche qu'on ne sait rien d'eux et on ne sait pas pourquoi ils sont dans cette situation. Leur libération est primordiale pour la guerre qui arrive et le camp qu'ils choisiront sera sûrement le camp qui sortira victorieux. Donc c'est envisageable que ce soit de ça dont parle Imu. Enfin bref, vous avez compris, cette histoire d'enfants de géants kidnappés et la défaite qu'ils ont subie, c'est peut-être pas exactement ce qu'on imaginerait de base. Leur perte s'apparenterait plutôt à un de leurs symboles ou à un avantage qu'ils avaient. D'ailleurs, va savoir si ça n'a pas un lien avec Hogan, le village de la branche coupée que Ripley nous a mentionné il y a quelques dizaines de chapitres. Là aussi, il faut bien qu'on comprenne ce qui s'est passé. Oda, t'as introduit tellement de mystères, mon ref, épargne-nous quelques temps et fais du tri dans tout ça. Enfin bon, cette révélation sur les géants n'en est pas vraiment une, je pense. Ou alors, j'ai pas encore totalement la vision. Si une idée pop entre temps, je vous en ferai part, vous inquiétez pas. Maintenant, passons au combat, l'arrivée de Luffy, tout ça. Eh bien, écoutez, tout comme Candle qui a subi le même scénario que les autres mères de One Piece, le combat Luffy-Loki versus Imu subira lui aussi le même scénario que tous les autres combats de l'œuvre. Les protagonistes vont normalement se faire rouler dessus, voilà.
c'est tout. En fait, vous savez quoi? Plus simple. Voici comment je pense que ça va se passer, comment ça va se dérouler. Luffy arrive. Ok, tout colère, il va se prendre un peu la tête avec Loki, qui va se plaindre qu'il interfère dans son combat. Tous les deux vont attaquer Imu en duo et réussir à le blesser. On va même croire qu'ils aient un avantage sur lui. Loki dévoilera peut-être aussi sa forme hybride, comme il a fait face à son père dans le château. Sauf qu'Imu, malgré tous les dégâts qu'il subira, pourra se régénérer avec son Omen. Tous les efforts que vont donner Loki et Luffy ne serviront à rien. D'ailleurs, en parlant de forme hybride, si Imu a véritablement une sorte de zone du démon, alors il aurait les mêmes changements de forme, hybride ou entièrement démoniaque, qu'il pourra utiliser face à eux. L'autre problème, c'est que Imu semble nerfé ici sur Elbaf. Les doyens ne voulaient pas qu'il descende sur la terre ferme et pour cause, à son arrivée, il semblait déjà blessé et fatigué de prendre cette forme démoniaque. Imu sera donc trop puissant pour être vaincu par Luffy et Loki, mais ne sera peut-être pas assez pour vaincre entièrement ce même duo. Ça n'empêche que la première rencontre avec l'ennemi est toujours la plus difficile, voire impossible pour les protagonistes, et ce n'est pas un ou plusieurs coups portés à Imu par Luffy qui fait que Luffy vaincra Imu. Sinon, il aurait vaincu Kaido dès son arrivée sur Wano Kuni, or on sait très bien comment ça s'est passé. Tout comme face à Kaido justement, Luffy va commencer à utiliser un autre Haki, l'évolution mentionnée par Gaban. Il ne le maîtrisera pas à 100%, mais pourrait se rendre compte que ça l'impacte beaucoup plus que son Haki basique. Pareil pour Loki qui lui semble être capable d'utiliser cette forme de pouvoir pour vaincre les chevaliers divins, puisqu'il a convaincu son père, donc c'est parfait. Pour finir, le combat sera écourté, il n'y aura pas de vainqueur si ce n'est un avantage pour Imu qui laissera un sentiment de terreur et d'impuissance chez les protagonistes. Voilà, globalement, écoutez, moi je peux rien vous dire de plus à ce sujet, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que d'ailleurs je vous l'avais annoncé il y a de ça quelques temps. Ne voyez pas le coup que Imu a pris comme une fatalité. Ça le rend pas moins puissant, ça rend pas Luffy plus puissant, non, ne vous inquiétez pas. Et justement, j'ai bien vu que tout ça, ça vous inquiétait parce que je vous ai demandé de poser des questions sur YouTube à propos de ce chapitre pour que j'y réponde dans cette vidéo. C'est ce que vous avez fait. Donc on va répondre à certaines d'entre elles là maintenant. Et effectivement, vous avez peur pour la suite de One Piece. Et je le comprends, on va essayer de voir ça ensemble. Et ça commence déjà par un bro qui nous dit pourquoi Oda essaye d'enlever la crainte que Imu inspirait. Je suis perplexe. Déjà nous montrer son vrai corps, pourquoi pas, ça peut être un fake. Mais depuis son apparition sur Elbaf, il saigne, il perd son sang-froid, il est distrait et on le prend par surprise. Il ressemble de moins en moins à un boss final, même s'il est toujours aussi intéressant. Alors pour le coup, je trouve pas qu'avoir montré son vrai corps enlevé quoi que ce soit. On l'a demandé pendant des années, on l'a eu, moi je m'en plains pas perso. Pour le reste, je trouve pas non plus qu'il inspire moins la crainte. Tu prends son combat contre Loki, t'en as un qui saigne, qui est fatigué, l'autre qui est en parfaite forme. Pourtant Loki lui a foutu tout ce qu'il avait sur la gueule. Je pense pas qu'il faut voir les réactions d'Imu comme une preuve de faiblesse. À la rigueur, on peut le trouver un peu plus humain qu'on le pensait, mais c'est tout. Voilà, après là aussi, il faut se dire qu'il est dans le passage punching ball de son statut d'antagoniste. Tout le monde le frappe et le touche, comme je le disais plus tôt, car Oda fait toujours ça avec ses premières rencontres entre Luffy et ses adversaires. Mais rassure-toi, normalement, ça va très vite changer et Luffy pourra avoir toute l'impression de battre n'importe qui grâce à sa puissance ou à sa régénération. Imu restera parfaitement capable de le dominer. Sauf si Oda le fait vraiment échouer ici sur Elbaf, et là, c'est une catastrophe. Tu penses quoi de l'état actuel de One Piece? Je pense que les qualités de One Piece sont toujours aussi bonnes et que ses défauts sont toujours aussi dérangeants. Ça veut un peu tout et rien dire, mais il n'y a rien de bien nouveau dans One Piece, du moins pas dans sa structure narrative, je trouve. Il y a toujours autant de mystères, il y a toujours autant de non-dits, les flashbacks se passent toujours pareil, ou du moins dans les grandes lignes. Je vais pas dire que j'ai actuellement une hype énorme pour l'œuvre, ce serait faux, ce qui est finalement peut-être un problème vu les enjeux, mais là pour le coup je pense que la lecture du tome sera bien plus agréable que le dernier mois qu'on vient de vivre, à attendre en plus une semaine sur deux à chaque fois. Le flashback était très bien, mais entre l'incompréhension de le placer là maintenant, le rythme assez étrange du dernier chapitre quand Candle est morte d'un coup, le manque d'explication du brouillard et finalement le vrai manque d'explication de pourquoi Mars était ici, j'ai eu un petit peu du mal. A l'inverse, j'ai absolument adoré les persos, j'ai adoré Brook et j'ai ressenti sa douleur et sa peine encore aujourd'hui. Donc ouais, c'est difficile de se prononcer. Un arc comme ça, va falloir attendre qu'il se termine l'arc d'Elbaf pour donner l'avis définitif, mais pour l'instant, ça traîne quand même beaucoup en longueur, ça manque de dynamisme. Ouais. Est-ce que tu trouves Oda cohérent avec le flashback de Brook? En soi, il n'y a pas vraiment d'incohérence. Le coup de Brook qui a oublié ou qui se souvient plus exactement de la scène, ça passe comme explication. Moi, j'ai du mal dans le coup de l'épée qui traverse entièrement le crâne, mais bon, c'est pas dramatique non plus, tu vois. Après, je me demande quand même si c'était vraiment pertinent de nous foutre ce flashback-là. Maintenant, sachant qu'il manque encore plusieurs parties de la vie de Brook et que ça nous a quand même coupé dans le combat Loki versus Imu et l'apparition de Zaza. Du coup, on a la sensation d'un flashback qui ne devait pas être là, mais qui n'était pas trop long non plus et qui manquait justement de toutes petites explications ou de
de détails supplémentaires pour vraiment en profiter pleinement. Après, c'est à voir, hein, qui suis-je pour dire ce qui est cohérent ou non dans One Piece. Salut Goji, as-tu ressenti la colère de Luffy dans ce chapitre? J'ai du mal à justifier sa rage, ça me semble presque forcé pour le raccrocher à l'histoire du gouvernement. Qu'en penses-tu? Prends soin de toi et de tes proches sous cette chaleur. Et vous aussi les bros, oubliez pas, hein, vraiment buvez de l'eau, c'est super important. Moi je pense pour le coup que c'est la colère habituelle de Luffy quand un ennemi attaque le territoire de ses amis, enfin c'est toujours comme ça. Surtout que Luffy l'a dit à plusieurs reprises, c'est un gros ennemi là, il a un acquis très particulier, il sent le danger et il sait que ce n'est pas un mec normal en termes de puissance. Moi j'aime bien justement qu'il se sente aussi sûr de lui en pensant battre n'importe qui là. Il se rend juste pas compte à quel point ce n'est pas n'importe qui, malgré tout. Mais en tout cas, le fait qu'il veuille le faire dégager dès le baf, ça change pas de ce qu'il disait à Kaido sur Wano. Hein. Ils combattent actuellement un envahisseur, faut bien sortir les crocs. Franchement, je suis pas choqué. L'inverse aurait été plus choquant pour le coup. Alors là, il y a deux questions assez similaires, je vais y répondre en une seule fois. Salut Goji, j'ai trouvé le flashback vraiment touchant et bien écrit, mais quelque chose me chagrine. Pourquoi Brook semble penser qu'elle était manipulée comme un Domi-Reversi alors qu'elle a l'air parfaitement consciente dans le flashback? De mon ressenti, il s'agit simplement d'une manipulation hors Domi-Reversi, étant donné qu'elle donne des arguments pour justifier son acte. Et ensuite, alors pourquoi cette princesse a participé au jeu pour la famille de l'un des doyens sur God Valley? Et si Brook avait un problème avec ses souvenirs, alors pourquoi la princesse aussi apparemment sur Elbaf? Même Imu était surpris de voir Gunko retrouver ses souvenirs. Ouais, alors, déjà à partir du moment où Gunko était Domi-Reversi, il semble qu'elle n'ait plus un seul vrai libre arbitre. Shuri a disparu et ça l'a laissé place à Gunko. Rappelez-vous que le Domi-Reversi, c'est pas vraiment que contrôler une personne, c'est plus ou moins faire ressortir le vice de quelqu'un et l'amplifier. Dans le flashback, elle n'était donc absolument pas consciente de ce qu'elle faisait, en tout cas c'était pas la vraie Shuri, tout comme sur God Valley justement, à ce moment-là, elle n'était pas Domi-Reversi mais probablement lobotomisée par Imu, par le contrôle qu'il exerce sur elle et le pouvoir du pacte des abysses. Harald a totalement changé de mentalité en tant que chevalier divin sans être Domi-Reversi. Imu prenait le total contrôle sur lui, et c'est probablement ce qu'il doit faire avec Gunko depuis toutes ces années. Ce pantin est sous son influence en permanence. Ce n'est que des bribes de son passé qui sont capables de la ramener à la raison. Entendre un enfant appeler son père, voir Brook, je pense que seuls les sentiments sont vraiment capables de briser l'emprise d'Imu l'espace d'un instant. Donc non, pour le coup, Shuri n'avait aucune volonté et méchanceté, ce n'est que de la manipulation de A à Z, et Brook s'en est bien rendu compte du coup aujourd'hui. Salut Goji, dans une review récente, tu essayais de décortiquer d'où vient la brume qui a tué Esperia. Penses-tu qu'il puisse s'agir d'un complot ourdi par le gouvernement mondial pour déstabiliser le royaume et l'affaiblir en vue de récupérer Shuri? PS, merci pour ton taf, ça motive la lectrice que je suis à continuer à suivre les scans chaque semaine. Un plaisir, merci beaucoup à toi. Je pense bien que c'est un complot du gouvernement car le timing est trop chelou pour que ce soit naturel. Mais d'un autre côté, si Imu en personne avait vraiment besoin de Shuri, pourquoi n'ont-ils pas tout simplement débarqué dans la salle du trône comme ils l'ont fait là dans le chapitre? En vrai, à quoi a vraiment servi la guerre dans tout ça quand tout s'est déroulé dans une seule pièce, la salle du trône? Moi j'aime bien l'idée que la brume soit provoquée, je pense vraiment que c'est le cas, mais un tel royaume, aussi random au point même que le chevalier divin le critique, c'est qu'il n'avait absolument pas besoin de l'affaiblir, ou alors on veut nous vendre le gouvernement comme un minimum diplomate qui ne voulait pas utiliser la manière forte, mais c'est du pipeau. Donc oui, tu vois, pour répondre à ta question, mais aussi aux autres, si je dois trouver quelque chose de pas giga cohérent, c'est autant de bordel pour finalement quelque chose qui pouvait se régler très rapidement. Un coup de Abyss, un petit épée dans la salle du trône, un petit Domi-Reversi et adieu le roi Louvain. Mais bon, après on peut avoir une vision plus tard de ce flashback par Shuri. Attendons de voir ce que ça va donner. Un scénario un petit peu différent peut-être pourra voir le jour. Eh bien écoutez, voilà les bros, ça en est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu quand même si j'ai terriblement manqué de temps pour la faire. Hein. C'était très compliqué, c'était vraiment pas l'idéal, surtout au retour des vacances. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Et merci encore à tous et à toutes pour vos messages et votre soutien. Prenez soin de vous, de vos proches et restez au frais. Peace les bros.